Bonjour. J'ai le plaisir de vous parler d'un cancer qui est relativement assez fréquent même chez nous. C'est le cancer du côlon. Pour vous dire tout simplement au début que c'est tous les cancers épithéliaux qui siègent au niveau de la paroi colique et il s'agit essentiellement donc d'adénocarcinome. Ce qui a été bien démontré actuellement, c'est qu'en général, ces cancers surviennent sur des tumeurs préexistantes bénignes qu'on appellera des polypes adénomateux. Alors, ces cancers, ils sont caractérisés par leur localisation au niveau du côlon, par leur extension qui se fait vers la profondeur dans la paroi colique, par l'extension à distance vers les organes du voisinage et surtout l'extension ganglionnaire qui représente un facteur pronostic indépendant. Donc, ce sont les proliférations de cellules malignes pouvant intéresser n'importe quel segment du côlon allant du sécom à la jonction recto-sigmoïdienne. Tout au début, on a un petit cancer qu'on appellera le cancer in situ qui va évoluer en s'étendant aux différentes couches de la paroi colique. Et si on laisse les choses évoluer, évidemment, il va se métastaser ou il va se généraliser vers les organes à distance par voie vasculaire ou par voie lymphatique. C'est un cancer qui est relativement fréquent. Vous voyez qu'il représente quand même le deuxième cancer, après le cancer du poumon chez l'homme et après le cancer du sein chez la femme. Il est un peu plus fréquent chez l'homme avec un sexe ratio de 2,3. L'âge médian, il est à peu près de 71 ans, mais ces dernières années, on a remarqué qu'il touche un peu plus de jeunes. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 5 à 10% des patients ont une double localisation de ces cancers coliques. Alors, l'incidence et la tendance à doubler chaque année, d'accord. En Algérie, il faut savoir que l'incidence elle reste relativement faible. Donc, elle est de 11,1 pour 100 000 habitants pour l'homme et de 8,4 pour 100 000 habitants pour les femmes. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ces dernières années, cette incidence, elle a légèrement augmenté et on pense que cette augmentation, elle est en rapport essentiellement avec l'occidentalisation de nos habitudes alimentaires, notamment tout ce qui est fast-food, les aliments congelés, manque d'activité physique, etc. Alors, la probabilité de développer un cancer colorectal en population générale, il est de 4,5 pour l'homme et il est de 3,2 pour la femme. Ce cancer, il reste relativement grave, même si à peu près 60% des cancers ont une survie à 5 ans. Alors, cette gravité, cette gravité est en rapport en général avec le retard diagnostique qui est responsable d'un taux de mortalité élevé. Donc, 40% des cancers coliques sont diagnostiqués quand même à un stade tardif. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces cancers, quand ils sont diagnostiqués au stade précoce, ont un taux de guérison assez important. Il avoisine les 90%. Donc, vous avez un taux de survie à 5 ans général qui est de 60%, mais quand il est au stade de début, il dépasse les 90%, voire 94%. Alors, un petit rappel sur le plan anatomique pour dire qu'on a deux parties essentielles du côlon. Une partie elle est fixe, une partie elle est mobile. Dans les parties fixes, à droite, il s'agit essentiellement du sécom, du côlon ascendant et l'angle colique droit, qui sont fixés essentiellement par ce qu'on appelle le fascia de Tolles. Et à gauche, vous avez l'angle colique gauche et le côlon descendant ou le côlon gauche, qui est fixé par le fascia de Tolles gauche. On a deux parties mobiles qui sont le côlon transverse et le côlon sigmoïde. Alors, sur le plan anatomique, on peut subdiviser le côlon en trois grandes parties, le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon gauche. Le côlon ascendant constitué essentiellement du sécom, du côlon ascendant proprement dit et de l'angle colique droit. On a le côlon transverse et le côlon gauche qui est constitué de l'angle colique gauche, du côlon ascendant et du sigmoïde. Mais sur le plan fonctionnel, on peut subdiviser, ou sur le plan vasculaire, on peut subdiviser ce côlon en deux grandes parties. Vous avez le côlon droit qui est vascularisé par ce qu'on appelle l'artère mésentérique supérieure et ses branches, et vous avez le côlon gauche
qui est subdivisé, qui est vascularisé par l'artère mésentérique inférieure. Donc le côlon gauche-droit, vascularisé par la mésentérique supérieure, est constitué du sécom, du côlon ascendant, donc colique gauche, et de la partie droite du côlon transverse, alors que le côlon gauche est constitué de la partie gauche du côlon transverse, le côlon descendant, le côlon gauche et le côlon sigmoïde. Comment on peut faire la part des choses entre le côlon et le grêle? Il y a quelques différenciations, notamment par rapport à son diamètre, pour dire que le diamètre du côlon est beaucoup plus important que le diamètre du grêle, son aspect relativement bosselé, sa coloration qui est plutôt gris bleuté et sa surface qui est parcourue par 3 bandelettes depuis le sécom jusqu'au sigmoïde où elles deviennent 2 bandelettes. Sur le plan histologique, elle est constituée de 4 tuniques. Vous avez la première tunique superficielle qui est la séreuse. C'est le péritoine viscéral qui entoure la surface libre du côlon. Vous avez la musculeuse qui est couche musculaire, donc constituée des couches longitudinales et des couches internes circulaires. Vous avez la sous-muqueuse et vous avez la muqueuse qui est dépourvue de plis circulaires. Il est constitué essentiellement de villosité. Alors, sur le plan vasculaire, on a dit tout à l'heure, la vascularisation du côlon, elle est assurée essentiellement par l'artère mésentérique supérieure et par l'artère mésentérique inférieure. Donc, pour l'artère mésentérique supérieure qui vascularise le côlon droit, c'est une branche de l'aorte abdominale, donc la face, elle naît au niveau de la face antérieure de l'aorte abdominale, elle donne plusieurs branches, elle donne des branches pour le côlon, du branche pour le grêle, du branche pour le pancréas, du branche pour la vésicule, etc. Donc, pour le côlon, elle donne l'artère mésentérique, cette artère mésentérique supérieure donne 2 branches qui sont quasiment constantes, c'est l'artère ilio-biséco-appendiculaire, de l'artère colique droite inférieure, ou l'artère colique supérieure droite. Mais elle peut aussi donner des artères accessoires, notamment l'artère colique moyen ou l'artère colique droite. Pour l'artère mésentérique inférieure, elle est assurée essentiellement par l'artère mésentérique, elle vascularise le côlon gauche, c'est une branche aussi de l'aorte abdominale, elle donne essentiellement 2 branches qui sont l'artère colique supérieure gauche et le tronc des sigmoïdiennes, mais elle peut donner aussi accessoirement l'artère colique moyen ou l'artère descendante du côlon gauche. La vascularisation lymphatique veineuse, elle est calquée de la vascularisation artérielle. Donc, on décrit des veines iliocoliques, des veines coliques droites, des veines qui vont se jeter dans la veine gastrocolique, le tronc gastrocolique, le transfluent mésaraïque, puis vers le tronc. Alors, la vascularisation lymphatique, qui est un élément important, elle draine la circulation lymphatique du côlon, est constituée de 5 relais de la périphérie au centre. Donc, vous avez tout à fait au début, au niveau du cadre colique, donc tout le long du cadre, vous avez des nœuds épicoliques à droite et à gauche qui vont se jeter au niveau des nerfs paracoliques droite ou gauche. Puis vous avez les nerfs intermédiaires le long des artères coliques qui vont se jeter au niveau de l'origine des artères coliques. Puis, tout à fait à la fin, on appellera les nœuds centraux qui sont à l'origine de l'artère mésentérique, que ce soit à droite supérieure ou à gauche inférieure. Alors, cette extension lymphatique, en général, elle se fait de proche en proche, de la périphérie vers le centre. Alors, pour mieux comprendre la thérapeutique pour mieux traiter ces cancers coliques, il faut un peu comprendre la carcinogénèse de ces cancers coliques. Donc, l'approche thérapeutique et la prise en charge dépendent de la compréhension des phénomènes qui sont à l'origine de cette carcinogénèse. 2 facteurs essentiels interviennent dans ces cancers coliques. Vous avez la séquence qui est assez bien connue actuellement, c'est la séquence adénome dysplasie cancer. Et dans un second lieu, vous avez l'intervention de certains facteurs environnementaux. Alors, tout au début, vous avez cette séquence adénome dysplasie cancer qui a été décrite en 1990 par Wolfstein et collaborateurs, donc c'est assez ancien, qui a démontré que en général, le cancer se fixe ou se développe à partir d'un adénome qui est déjà préexistant, mais on a 2 voies de carcinogénèse. Donc, on a la voie de carcinogénèse par perte d'hétérozygosie et vous avez la voie de carcinogénèse avec instabilité des microsatellites.
Alors, la première voie de carcinogénèse, qu'on appellera la voie de carcinogénèse avec perte d'hétérozygotie, alors il faut savoir qu'elle se voit essentiellement au niveau du côlon gauche et elle représente 85% des cancers colorectaux sporadiques. Alors, cette voie de carcinogénèse, elle est caractérisée essentiellement par des pertes alléliques. C'est des pertes qui se voient au niveau des bras chromosomiques. Vous avez sur le bras court du chromosome 17 et 8, sur le bras long du chromosome 18, 5 et 22, sur le chromosome 17P, les gènes DCC, Delayed in Colorectal Cancer, SMAD-D4, DPC4 et SMAD-D2. Vous avez sur le chromosome 18Q et le gène APC, et vous avez sur le chromosome 5Q. La deuxième voie de carcinogénèse, c'est la voie de carcinogénèse avec instabilité des microsatellites. Elle se voit essentiellement et préférentiellement au niveau de ce qu'on appelle les syndromes de Lynch ou syndrome HN, Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer. Alors, cette voie de carcinogénèse, elle est due essentiellement à des mutations ou épimutations qui se font au niveau des gènes codant la réparation de l'ADN. Alors, ces mutations seront responsables d'une instabilité des microsatellites qui se caractérise par quoi? Par une modification d'un grand nombre de séquences répétées dans les génomes des cellules tumorales par rapport aux cellules normales d'une même personne. Alors, il y a aussi cette séquence adénocarcinome, elle ne fait plus doute. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un petit adénome se développe dans les 10 ans. Donc, il est inférieur à 1 cm. 10 ans après, 5 ans après, il devient supérieur à 1 cm. Et 10 ans après, il devient supérieur à 3 cm. 1000 adénomes, vous avez 100 qui vont devenir gros et 25 qui vont devenir cancer. Il faut savoir que ces adénomes, certains ont des caractéristiques qui penchent vraiment vers la cancérisation. Alors, sur le plan histologique, il faut savoir que les adénomes de type vileux, ils ont un risque relatif de dégénérescence beaucoup plus important que les adénomes tubuleux ou tubulo-vileux. Le risque, il est 14 fois supérieur. Lorsqu'on a un adénome sessile, il a tendance à dégénérer plus que les adénomes pédiculés. Lorsqu'ils sont de grande taille, supérieure à 33 cm, le risque relatif il est très important, il est supérieur à 20. Lorsqu'on a une multiplicité d'adénomes aussi, le risque il est beaucoup plus important et les adénomes de haut grade dégénèrent plus que les adénomes de bas grade. Alors, ça, c'est des plaques dont j'ai déjà parlé pour dire que sur 1000 adénomes, 100 vont devenir gros et 10 vont devenir cancer. Alors, sur le plan localisation, il faut savoir que les cancers du côlon siègent dans une grande partie au niveau du côlon sigmoïde en première position, puis au niveau du côlon droit et essentiellement au niveau du cécum. Quels sont les facteurs de risque? Il y a plusieurs facteurs de risque qui ont été incriminés dans la genèse de ces cancers colorectaux. Vous avez essentiellement la sédentarité, on ne bouge pas, on ne fait pas d'activité physique. Donc, ça va engendrer un surpoids qui est considéré comme facteur de risque. Vous avez l'apport excessif de calories. Vous avez le régime riche en protéines, notamment essentiellement de viande rouge. C'est pour ça qu'il faut éviter de manger trop de viande rouge. Vous avez les régimes riches en graisses, notamment les graisses saturées, et vous avez la prise d'alcool et du tabac. Et aussi, vous avez des facteurs qui protègent, évidemment. C'est le contraire de ce que je viens de dire. Donc, quand on a une activité physique importante, quand on a un poids relativement normal, quand on a des fibres alimentaires, quand on mange beaucoup de fibres alimentaires, les légumes et les fruits, on a tendance à vous dire chaque fois il faut manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Les vitamines A, C, D, E, vous avez des études qui ont été réalisées, qui ont démontré que le calcium et les antioxydants nous protègent des cancers colorectaux. Alors, il faut savoir que pour les cancers du côlon, on a 3 grands sujets à risque. Vous avez les premiers sujets à risque moyens, c'est la population générale, avec une légère prédominance masculine chez tous les sujets dont l'âge est supérieur à 50 ans. Ensuite, vous avez les sujets à risque élevé. Donc, c'est surtout
les patients du premier degré de sujets atteints de cancer colorectal. Vous avez des antécédents familiaux d'adénome colorectal. Vous avez des antécédents personnels de tumeur colorectale. Donc, vous avez un patient qui fait une tumeur colorectale à tendance à récidiver et vous avez des patients porteurs de maladies inflammatoires, notamment la RCUH essentiellement et la maladie de Crohn. Et en dernier, vous avez des sujets à risque très élevé où, dans presque 100% des cas, ils développent un cancer. C'est les patients qui présentent une polypose adénomateuse familiale ou le syndrome de Lynch, le HNPCC, Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer. Alors, ce HNPCC, il est défini par des critères qui sont avoir au moins 3 sujets atteints du cancer spectre dans la famille HNPCC. Le spectre, c'est quoi? C'est les cancers colorectales, cancer de l'endomètre, de l'ovaire, du grêle, de l'urtère, des cavités excrétrices, dont un est uni aux 2 autres au premier degré. Au moins 2 générations successives concernées, au moins un cancer diagnostiqué avant l'âge de 50 ans et les tumeurs vérifiées sur examen anatomopathologique. Alors, on passe à la description anatomopathologique de ces cancers. Donc, j'ai dit tout à l'heure, la localisation la plus fréquente de loin est le côlon sigmoïde, à peu près 48%. Vous avez ensuite le sécom et ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer du côlon peut toucher n'importe quel segment du côlon. Sur le plan macroscopique, on décrit 3 formes. Essentiellement, vous avez les formes végétantes ou bourgeonnantes. C'est des formes en général qui sont nécrosées ou infectées. Elles touchent essentiellement le côlon droit. Et le développement, il se fait en endoluminat, donc dans la lumière intestinale, responsable en général de l'occlusion intestinale aiguë, et aussi ils sont responsables des abcès péricoliques. Vous avez les formes exceptionnelles, c'est les formes ulcérées pures, et vous avez les formes infiltrantes, qui sont en général de très mauvais pronostics. Ils touchent essentiellement le côlon transverse et gauche, et responsables de ce qu'on appelle les tumeurs environnantes sténosantes. Sur le plan microscopique, donc, on a dit tout à l'heure, la forme la plus fréquente, c'est les adénocarcinomes. Donc, plus de 95%, c'est des adénocarcinomes qui soient bien différenciés, moyennement ou non, ou peu différenciés. On peut trouver aussi des carcinomes indifférenciés. D'autres formes peuvent se voir, notamment les carcinomes colloïdes muqueux, où on a plus de 50% de mucus. En général, c'est des cancers de mauvais pronostic. Il siège essentiellement au niveau du côlon droit. D'autres formes peuvent se voir, notamment les carcinomes médulaires, qui sont caractéristiques du syndrome de Lynch, et ils s'associent à un infiltrate lymphocytaire important. Vous avez les carcinomes en bas gâcheton, c'est des carcinomes de très mauvais pronostic. Ils sont richement, on a beaucoup de mucus en son sein, à peu près 50%, et vous avez les autres formes, notamment les carcinomes adénosquameux, les carcinomes à petites cellules indifférenciées et les carcinomes indifférenciés proprement dits. Alors, le rôle du pathologiste dans la prise en charge de ces cancers coliques est très important. Donc là, l'analyse des pièces de colectomie nous permet d'avoir une bonne évaluation du pronostic et nous permet aussi une bonne prise en charge thérapeutique et surtout d'établir une bonne surveillance. Pour cela, le pathologiste doit nous préciser le degré d'infiltration pariétale, l'atteinte ganglionnaire qui reste un facteur pronostique important et indépendant, l'existence de reliquats tumoraux, R1, R0, R0, R1, R2, R0, absence de reliquat, R1, présence de reliquat microscopique et R2, présence de reliquat macroscopique, la présence ou non de métastases. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une conférence de consensus avec l'association de l'Union internationale du cancer de lutte contre le cancer. En 1991, ils ont élaboré une classification TNM qui est une classification très importante qui nous permet d'évaluer, d'établir une prise en charge et surtout la surveillance. Alors, cette classification TNM, elle dépend de l'atteinte pariétale, le T, donc les différentes couches, l'épithélium, la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse, la sous-séreuse et la séreuse. Et évidemment,
jusqu'à l'atteinte des organes du voisinage quand elle dépasse la séreuse. C'est l'atteinte T. Alors, donc, cette classification TNM, elle a 3 intervenants, T, tumeur, N, nodes, M, métastasis. Donc, tumeur, nœud et les métastases. Donc, les tumeurs peuvent être classées en 4 stades. Vous avez TX, en général, c'est des tumeurs, c'est des pièces qui ont été très mal préparées, donc on ne peut pas les interpréter. Vous avez très mal conservé. Vous avez le T0, absence de cellules néoplasiques. Vous avez le T, cancer in situ. C'est des tumeurs en général primitives limitées à l'épithélium ou envahissant la lamina propria. Vous avez le T1, invasion de la sous-muqueuse. Le T2, invasion de la musculeuse. Le T3, invasion de la susurreuse et du tissu périrectal non péritonisé ou du tissu péricolique. Et vous avez le T4, vous avez le T4A et le T4B. Le T4A, pénétration du péritoire pariétal, et le T4B, envahissement d'un organe du voisinage. Ensuite, vous avez l'atteinte ganglionnaire, le N, NOTS. Donc, NX, on ne peut pas l'interpréter. N0, pas d'atteinte ganglionnaire. N1, on le subdivise en 3 parties, le N1A, B et C. N1A, un seul ganglion atteint. N2, N1B, 2 à 3 ganglions. Et N1C, vous avez, c'est des dépôts tumoraux qui se trouvent au niveau du mésocolico-rectal, mais qui ne sont pas les ganglions. Ensuite, vous avez le N2, vous avez 2 types, le N2A et le N2B. Le N2A de 4 à 6 ganglions et le N2B supérieur à 7 ganglions. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour parler d'un bon curage ganglionnaire, il faut avoir un minimum de ganglions. Selon les données européennes, il faut avoir au minimum 12 ganglions. Pour les pays anglo-saxons, il faut y aller au moins à 15 ganglions pour parler d'un bon curage ganglionnaire. M ou métastasis, donc MX, on ne peut pas évaluer. M0, pas de métastase à distance. M1, métastase à distance. On va quand même citer des classifications qui ont été élaborées il y a bien plus d'un demi-siècle. On a travaillé longtemps avec ces classifications, mais on ne les utilise plus. Donc, on va juste les citer. Vous avez la classification de Dukes, 1932, qui classe stade A, B, C, D, de la tumeur limitée à la paroi jusqu'à les métastases à distance, passant par les tumeurs dépassant la paroi, sans envahissement de la ganglion ou avec envahissement de ganglion. Et vous avez aussi la classification d'Asler et Kohler, 1954. Même chose, il classe en 3 stades, le A, le B subdivisé en 2, donc le A cancer limité à la muqueuse, le B s'étendant à la muqueuse, mais sans envahissement ganglionnaire, le B2 sans envahissement ganglionnaire, mais atteint les tissus péricoliques. Pour les stades C, C1, C2, donc s'étendant à la musculeuse avec envahissement ganglionnaire proximal, le C2, s'étendant au tissu péricolique avec envahissement ganglionnaire à distance ou distal. On les citera, mais ils ne sont plus utilisés. Donc, la classification TNM classe les cancers coliques en 4 stades. Le stade 0, c'est cancer in situ, N0, M0. Le stade T1, vous avez atteinte pariétale, T1, T2, sans atteinte ganglionnaire ni atteinte à distance. Le T2, le stade 2, vous avez atteinte T3 et T4 sans atteinte ganglionnaire ni métastase. Et vous avez le stade 3, vous avez soit le T1, T2, soit le T3, T4, avec le N1, 2, le N1 jusqu'à 2. Le stade 4, vous avez l'atteinte de tous les stades, donc T, N et M. Voilà, donc on a terminé le premier volet qui intéressait un peu les rappels anatomiques, un peu d'anatomopathologie. Maintenant, on va passer au vif sujet, c'est-à-dire le diagnostic de ces cancers coliques. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces cancers coliques restent longtemps asymptomatiques. Pas parce que les signes ne sont pas spécifiques. Et le patient, chaque fois qu'il a des douleurs, il pense que c'est une colopathie, donc il fait de l'automédication. Même nos médecins, ils ont tendance à banaliser certains signes, et pourtant, c'est des signes qui appellent à des examens complémentaires pour éliminer une néoplasie colique, notamment la présence d'une anémie chez les personnes à partir de la cinquantaine. Il ne faut jamais les négliger, il faut chaque fois penser au cancer du côlon chez tout patient à partir de la cinquantaine présentant une anémie.
parfois, le tableau est beaucoup plus parlant. C'est des patients qui viennent soit avec un état général altéré, soit des patients qui viennent avec des cancers du côlon compliqués d'occlusion intestinale aiguë ou de péritonite, parfois de grosses masses coliques qui fistulisent à la peau. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe clinique? Donc, on peut avoir une grosse masse palpable au niveau du côlon droit. Donc, c'est un patient qui vient, on palpe au niveau de la partie droite de l'hémi-abdomen, une masse qui est en général mobile. Parfois, on peut avoir juste des douleurs paroxystiques qui viennent, qui partent. Et aussi, on a parlé tout à l'heure de l'anémie chez les sujets âgés. Il y a aussi une notion de trouble du transit récent. C'est des patients qui ont en général un transit relativement normal et depuis quelques mois, 6 mois, ils vous parlent du trouble de transit à type d'alternance de diarrhée et de constipation. C'est en général des signes d'appel. Il faut les prendre sérieusement en considération. Vous avez aussi parfois des douleurs, des rectorragies. Donc, devant toute rectorragie, il faut penser aux cancers colorectaux et il faut faire systématiquement une colonoscopie longue et totale à la recherche d'une néoplasie colique. Et parfois, le patient arrive dans un tableau de complications, notamment les occlusions intestinales aiguës ou parfois des tableaux de péritonite avec une perforation, que ce soit une perforation diastatique ou in situ. In situ, c'est la tumeur elle-même qui se perfore, ou diastatique, c'est la tumeur qui se fait à distance, en rapport en général avec une distension colique qui est responsable d'une perforation. Et parfois, on a de grosses tumeurs qui se fistulisent à la peau. Donc, qu'est-ce qui doit nous faire alerter? Donc, il y a certains signes qui doivent systématiquement nous faire alerter et aller chercher ces néoplasies coliques. Notamment, vous avez la présence de rectorragie, la présence de troubles du transit récent et la présence d'une anémie expliquée. Devant ces 3 signes, c'est des signes d'alerte. Il faut toujours penser au cancer du côlon et faire systématiquement des explorations à la recherche de ces néoplasies. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme examen complémentaire? Plusieurs examens complémentaires peuvent se faire, mais il y a des examens clés, des examens de référence, des examens standards qu'on doit faire systématiquement. En premier lieu, c'est la colonoscopie longue. Après, on peut faire d'autres examens qui peuvent nous aider dans le diagnostic, notamment le labobarité en double contraste, le coloscanner et la coloscopie virtuelle. Alors, tout d'abord, on va parler de la coloscopie longue. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un examen de référence. C'est un examen de référence, c'est un examen qu'on doit faire systématiquement devant tout signe d'appel d'une néoplasie colique. Il est indispensable en préopératoire et aussi en post-opératoire pour surveiller l'évolution de la néoplasie. N'oubliez pas, on a dit tout à l'heure que les patients qui ont déjà fait, un patient qui a déjà fait un cancer colique peut refaire un deuxième cancer colique, donc il faut le surveiller en post-op. Il faut savoir que cette coloscopie longue, elle a quand même une sensibilité forte qui est de 95%. Cette coloscopie nous permet aussi de faire des biopsies, donc de biopsies et de donner la nature histologique de ces cancers. Les biopsies doivent être répétées à plusieurs endroits pour augmenter au maximum la chance de localiser et d'avoir la nature histologique de ces cancers. Et cette colonoscopie, parfois, elle a un intérêt thérapeutique et nous permet de réséquer certains polypes coliques qui représentent des lits de cancer, donc participent à l'amélioration du pronostic de ces cancers, ou parfois même enlever certains cancers, petits cancers in situ. Donc, cette coloscopie longue, elle permet de visualiser le processus tumoral sous forme de tumeurs bourgeonnantes, plus ou moins ulcérées, parfois nécrosées, parfois sténosantes, parfois ulcérées. Elle précise le siège exact par rapport à la marge anale.
elle permet de réaliser des biopsies donc, pour la nature histologique et il nous permet aussi d'explorer le côlon infra- et supratumoral jusqu'au rectum à la recherche d'une autre localisation. On a dit que dans 5 à 10%, le cancer du côlon s'accompagne d'une deuxième localisation colorectale. Eux aussi, cette coloscopie nous permet de faire parfois un geste thérapeutique. Donc voilà, grosso modo, qu'on peut avoir sur le plan endoscopie coloscopique le côlon, la muqueuse colique. Là, c'est une tumeur qui est saine au niveau de la muqueuse colique. Et là, c'est un processus sténosant, ulcéro-bourgeonnant, qui siège au niveau du côlon. Alors, il faut savoir que quand on a une perforation colique, il faut éviter de faire la coloscopie parce qu'on risque de disséminer cette maladie. Elle passe d'une maladie locale à une maladie générale. Et parfois, cette coloscopie peut être responsable de complications, notamment la perforation, qu'elle soit une perforation in situ, la tumeur elle-même, ou perforation à distance. Et parfois aussi, elle peut être responsable d'hémorragie. Le deuxième examen complémentaire qu'on peut réaliser, c'est le Laban Barité. Le Laban Barité en double contraste, il a une sensibilité à peu près de 84%. Ce n'est pas un examen de référence, mais parfois, on est dans l'obligation de le faire lorsqu'on a des difficultés endoscopiques et lorsqu'on a des sténoses infranchissables. Alors, il faut savoir qu'on a deux types d'images. On a les lacunes marginales et les lacunes circonférentielles environ, qu'on appelle les images en trognon de pomme. C'est ce qu'on voit ici. Le troisième examen radiologique qu'on peut réaliser, c'est le coloscanner. Le coloscanner qui consiste à réaliser un scanner de l'abdomen et du pelvis en injectant, en remplissant le côlon soit de l'eau, soit en insufflant de l'air. Alors, il nous permet de mieux explorer la paroi colique, donc une bonne analyse de la paroi colique. Bon, elle est indiquée lorsqu'on n'arrive pas à avoir une bonne coloscopie complète ou on n'arrive pas à la réaliser. Aussi chez les sujets âgés tarés, avec une symptomatologie justifiant une exploration colique. Alors, ce coloscanner nous permet de préciser les dimensions de la tumeur, son extension locale et la recherche de présence d'adénopathie. Voilà les images qu'on peut avoir au coloscanner. C'est de belles images, donc sous forme de petites lacunes comme ça. Voilà, c'est ce qu'on voit un peu partout. Le dernier examen qu'on peut réaliser, c'est un examen de rêve, c'est un examen idéal, c'est un moyen idéal d'exploration, mais c'est un examen qui n'est pas à la portée de tout le monde et c'est un examen qui est relativement riche. Alors, il est idéal, pourquoi? Parce qu'il permet de voir les toutes petites lésions inférieures à 2 mm qui représentent les petits polypes et à ce moment-là, peut-être aller réaliser des gestes endoscopiques de résection. Donc, il diminue la mortalité en améliorant le pronostic. Schématiquement, voilà un petit polype qu'on voit sur un petit polype, voilà sa projection sur la colonoscopie virtuelle. Alors, après avoir évoqué un cancer du côlon et après avoir fait une bonne coloscopie avec biopsie qui a confirmé la nature histologique maligne de ce cancer, on doit faire le bilan d'extension de la maladie qui consiste à faire un bilan local, loco-régional et à distance à la recherche de localisation secondaire. Donc le bilan, il est clinique, il est biologique, il est radiologique. Donc l'objectif, c'est de voir si la maladie elle est localisée ou locale ou elle commence à se généraliser. Donc sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher est-ce qu'il existe une masse palpable. Une masse palpable veut dire que c'est une ancienne tumeur qui s'est bien développée, au moins pendant 18 mois à 2 ans. Il faut apprécier ses caractères et notamment la fixité de ces tumeurs par rapport au plan profond. Il faut rechercher aussi la présence d'hépatosplénomégalie, surtout les hépatomégalie de type carcinomateuse sous forme d'une hépatomégalie nodulaire. Il faut rechercher l'acide carcinomateuse, la présence d'adénopathie, la présence du ganglion de 3i susclaviculaire gauche qui témoigne d'une maladie générale
et parfois la recherche de nodules de carcinome, soit au niveau de la paroi abdominale ou au toucher rectal. Donc, on apprécie aussi, on fait un bilan d'extension biologique. Il faut savoir que les marqueurs tumoraux, que ce soit les antigènes carcinobrologiques ou les ACE19, n'ont pas d'intérêt pour le diagnostic, ils ont un intérêt essentiellement pour le pronostic et la surveillance de ces maladies. Lorsqu'ils sont supérieurs à 20 nanogrammes, on pense qu'ils sont positifs. Lorsqu'ils sont très élevés d'emblée, on peut penser que la maladie elle a assez évolué, elle est au stade de métastase. Mais ces marqueurs tumoraux, ils ont un intérêt essentiellement dans le suivi post-opératoire pour évaluer la réponse thérapeutique et rechercher les récidives. Donc, ces marqueurs, quand s'ils sont élevés en préopératoire, lorsqu'on fait l'acte chirurgical, logiquement, ils doivent diminuer ou disparaître. S'il y a réascension ou réapparition, à ce moment-là, on peut penser que la maladie a récidivé. On peut demander aussi un bilan hépatique, et notamment les transaminases, lorsqu'ils sont très élevés. On peut penser qu'il y a une maladie hépatique en rapport en général avec des métastases hépatiques. Alors, sur le plan radiologique, beaucoup d'examens peuvent se faire pour les bilans d'extension, notamment une radiographie du poumon à la recherche de nodules, une échographie hépatique à la recherche de métastases hépatiques, d'une cystoscopie, surtout quand on a des cibles urinaires, d'une fibroscopie lorsqu'on a des cibles gastriques en rapport en général avec des tumeurs du côlon transverse qui ont infiltré la paroi gastrique, mais l'examen de référence pour explorer, pour faire un bilan d'extension du cancer du côlon, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien. C'est le TAP qui nous permet d'explorer les tâches thoraciques, les tâches abdominales et les tâches pelviennes à la recherche de localisation secondaire. Donc, c'est l'examen de référence. Donc, on retient que le cancer du côlon est évoqué devant certains signes. Il est confirmé essentiellement par une coloscopie, par une biopsie, et son bilan d'extension est fait essentiellement par le scanner thoraco-abdominopelvien. Évidemment, avant de traiter tous les patients, il faut toujours faire un bilan d'opérabilité ou un bilan du malade pour voir si on peut opérer le malade. Donc, on fait un examen clinique en examinant tous les organes, pleuropulmonaire, cardiovasculaire, lymphoganglionnaire. On fait un examen biologique pour apprécier l'état nutritionnel et l'état nutritionnel du patient essentiellement, la présence ou non d'anémie, la présence ou non d'un sérum infectieux, et on apprécie aussi les fonctions vitales par des examens radiologiques, notamment un ECG, parfois un échocardiogramme du cœur. Parfois, on peut aller jusqu'à faire une exploration fonctionnelle respiratoire à la recherche lorsqu'on a des signes respiratoires. Donc, après avoir fait un bilan d'opérabilité, on va traiter notre patient. Alors, quels sont les différents objectifs ou quels sont les différents buts de ces cancers coliques? Donc, l'objectif essentiel, c'est quoi? C'est la résection carcinologique de la tumeur. La résection carcinologique de la tumeur doit répondre à certains critères. Donc, on doit réséquer le cadre, le segment colique malade en respectant les règles carcinologiques. Premièrement, sur le plan longitudinal, on doit au moins enlever 5 cm de part et de la tumeur, au moins 5 cm de tissu sain. Parfois, on peut aller à 10 cm lorsqu'il s'agit de cancer de tumeurs très infiltrantes. On doit aussi faire un bon curage ganglionnaire. Le curage ganglionnaire, on a dit, doit être assuré à avoir au minimum 12 ganglions. Pour cela, on doit à droite lier les vaisseaux coliques droits à ras de la mésentérique supérieure. On ne peut pas lier la mésentérique supérieure parce que tout simplement, elle irrigue le côlon droit, mais elle irrigue aussi le grêle, le pancréas, le duodénum, etc. Donc, on ne peut pas la lier, on risque de nécroser tout le reste. Donc, on va lier les vaisseaux coliques droits à leur origine au niveau de l'artère mésentérique supérieure droite.
supérieur, pardon. Alors que pour les cancers du côlon gauche, on peut lier l'artère mésentérique inférieure à son origine, à 1 cm de son insertion aortique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a le passage des nerfs, essentiellement les nerfs hypogastriques, qui peuvent être responsables de séquelles urogénitales. Donc, il faut éviter de les léser. C'est pour ça qu'on lie l'artère mésentérique supérieure à peu près à 1 à 2 cm de son départ de l'aorte abdominale. Évidemment, après avoir fait une bonne résection carcinologique de la tumeur, on rétablit la continuité digestive pour assurer le bon flux fécal, assurer le meilleur confort au malade et éviter les complications et les récidives. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme méthode thérapeutique ou quels sont nos objectifs? Donc, les méthodes thérapeutiques sont nombreuses, elles peuvent être médicales, elles peuvent être instrumentales ou elles peuvent être chirurgicales. Donc, pour le traitement médical, en dehors de la préparation du malade, que ce soit sur le plan anémique, infectieux, nutritionnel, etc., les médicaments qu'on peut utiliser, c'est surtout la chimiothérapie ou de la thérapie ciblée. En général, on les utilise dans un but adjuvant. Alors, on a le traitement instrumental, essentiellement les endoprothèses expansives qui ont été utilisées longtemps dans un but palliatif ou juste pour drainer le bol fécal, mais actuellement, elles sont de moins en moins utilisées parce qu'elles sont opérateurs dépendants et elles sont responsables aussi de beaucoup de complications, notamment les perforations coliques qui peuvent transformer la maladie locale en maladie générale. Le traitement chirurgical, il peut aller d'une colectomie à visée curative associant un curage ganglionnaire à une colectomie de propreté lorsqu'on a une tumeur qui est très évoluée envahissant les gros vaisseaux. Parfois, on fait juste des dérivations digestives, qu'elles soient à visée palliative ou pour préparer le malade à une autre intervention chirurgicale. Et on peut faire aussi les métastasectomies dans les cancers du côlon. Alors, pour les moyens médicaux, on a de la chimiothérapie et de la thérapie ciblée. Cette chimiothérapie, elle a comme objectif essentiel d'agir sur le mécanisme de la division cellulaire. L'inconvénient, c'est qu'elle ne cible pas que les cellules tumorales, elle peut toucher toutes les cellules d'organisme et être responsable de beaucoup de complications. La thérapie ciblée, en général, c'est une thérapie qui bloque le mécanisme spécifique des cellules cancéreuses, donc elle cible essentiellement les tumeurs, le cancer, et le cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme molécule qu'on utilise? Vous avez la chimiothérapie, c'est le 5-fluorouracile, le 5-FU forme injectable. Vous avez la capecitabine, vous avez le pegafluracile, vous avez l'oxylplatine, vous avez l'irinotecan et le raltitrexel. Comme anticorps monoclonaux, vous avez le bevacizumab, vous avez le cetuximab et vous avez le panitumumab. Alors, il faut savoir que les anticorps monoclonaux, la thérapie ciblée, elle est utilisée essentiellement dans les cancers coliques métastatiques. Alors, pour les méthodes instrumentales, on a parlé de la prothèse auto-expansive. En général, c'est des prothèses qui sont mises par voie endoscopique ou radiologique. L'objectif essentiel, c'est de lever l'obstacle ou l'occlusion temporairement en général, mais parfois, chez les sujets agitarés où on pense qu'on ne peut pas agir secondairement, on peut les mettre d'une manière définitive. Et on peut aussi les utiliser pour préparer le malade à une colectomie secondaire quelques jours plus tard. Donc, vous voyez, elle se place par voie endoscopique, c'est ce que vous voyez ici. Donc, voilà le type de prothèse qu'on met et qu'on gonfle pour assurer un bon flux fécal. Aux moyens chirurgicaux, on a dit qu'il y a deux types de moyens chirurgicaux. On a les moyens à visée curative et les moyens à visée palliative. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand on a des tumeurs à droite, c'est-à-dire depuis le sécom jusqu'à la partie droite du côlon transverse, l'intervention de référence, c'est l'hémicolectomie droite. L'hémicolectomie droite qui consiste à enlever une partie du grêle, le sécom est la partie ascendante et le long du colique droit jusqu'à le côlon transverse. Le curage ganglionnaire intéressera les vaisseaux coliques droits. Évidemment, on les lie au bord droit de l'artère mésentérique supérieure.
Alors, le deuxième type de colectomie, quand il s'agit de cancer colique gauche, on peut avoir 3 types de colectomie. On peut enlever soit la totalité du côlon gauche, c'est ce qu'on appelle la colectomie gauche, donc depuis l'angle colique transverse jusqu'au sigmoïde ou le haut rectum. Alors, cette technique, elle est difficilement réalisable. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite des gestes pour un peu mobiliser ce côlon restant et faire une anastomose avec le rectum. Donc, ça, sur le plan technique, c'est assez difficile et peut-être pourvoyeur de complications. C'est pour ça qu'on peut préconiser d'autres types de colectomie, notamment quand il s'agit de tumeurs intéressant soit la partie supérieure du côlon transverse ou la partie supérieure du côlon gauche. On peut faire la résection segmentaire haute en allant du long colique transverse jusqu'à la partie supérieure du côlon transverse et on fait une anastomose colon-colique avec un curage ganglionnaire intéressant l'artère mésentérique supérieure à son origine. Ou sinon, on peut faire aussi ce qu'on appelle la résection segmentaire basse ou sigmoïdectomie lorsqu'il s'agit de tumeurs coliques basses, des tumeurs coliques basses. Donc, on résèque la partie supérieure du côlon gauche descendant jusqu'au haut rectum et on fait une anastomose en général colorectale. Anastomose, c'est ce que vous voyez, on abaisse le côlon au rectum. Donc, en résumé, à droite, c'est une colectomie droite. À gauche, on peut faire soit l'hémocolectomie gauche proprement dite, soit la colectomie segmentaire haute, soit la colectomie segmentaire basse. Quand on a des cancers du côlon transverse, à ce moment-là, on peut faire soit des transversectomies proprement dites, mais on évite de plus en plus ces transversectomies. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de décoller les deux angles coliques et de faire une anastomose qui se projette sur la ligne médiane, donc qui est très pourvoyeuse de fistules, donc on évite au maximum. Alors, ce qui est préconisé, quand on a des tumeurs coliques transverses qui vont plutôt à droite, on fait des hémicolectomies droite élargies à gauche. Lorsqu'on a des tumeurs du transverse plutôt gauche, on fait des résections segmentaires gauche haute. Alors, les colostomies. Alors, les colostomies, donc c'est aboucher le côlon à la mort. Il y a plusieurs types de colostomie. On a les colostomies de prochament. C'est quoi les colostomies de prochament? En général, on fait des colostomies en amont de la tumeur pour mieux préparer le patient à un deuxième temps opératoire. On peut faire aussi des colostomies de dérivation lorsqu'on pense qu'on ne peut pas opérer notre patient parce qu'il est malade, parce qu'il a une altération d'état général, parce que la tumeur est inextirpable. On fait des colostomies de dérivation pour assurer l'évacuation du bol fécal. Et en dernier, on peut, excusez-moi un instant, Layada, tu peux m'excuser un petit instant, juste un petit instant. Je reviens dans 2 minutes. Excusez, d'accord. 2 minutes. OK. J'ai bien suivi. Hein. On a 2 chirurgiens avec un clinicien. On n'a pas la même vision, là, Karim. Hein. Je te jure qu'on n'a pas la même vision des choses. Depuis que le professeur Sidi Idriss, l'examen de référence, c'est la coloscopie. On est d'accord au moins. On fait voler chirurgie. D'accord, merci. Excusez-moi, hein, c'était une urgence. Donc les colostomies peuvent être placées à plusieurs endroits. Vous avez soit la colostomie gauche ou au niveau de la partie du transverse ou les colostomies droite. Donc, on peut l'utiliser à n'importe quel siège du cadre colique. Alors, oui, je reprends. Donc,
On peut, alors, comme méthode thérapeutique aussi, on a ce qu'on appelle l'opération de Hartmann ou l'opération de Bowie-Volkmann. C'est quoi ces types d'opérations? Le principe, c'est d'aller réséquer la tumeur avec un bon curage ganglionnaire, donc une résection carcinologique de cette tumeur. Et pour des raisons X, on ne peut pas rétablir. Donc, il faut aboucher les bouts coliques à la peau. On peut les aboucher de deux manières, soit ce qu'on appelle l'opération de Hartmann. Donc, on résèque. Le bout proximal, on le met à la peau. Et le bout distal, on le ferme et on le laisse dans l'abdomen. Donc, c'est ce qu'on appelle le procédé de Hartmann. Alors que le procédé de Bowie-Volkmann, c'est le même principe. On résèque la tumeur avec un curage ganglionnaire et on abouche les deux bouts, proximal et distal, à la peau en canon de fusil. Donc, Bowie-Volkmann en canon de fusil, Hartmann, un bout proximal à la peau, le bout distal laissé dans l'abdomen. Alors, les colostomies de proche amont, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, maintenant, on va parler des différents types d'indications. Il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a pu scinder le cancer du côlon en deux entités bien distinctes. Le cancer du côlon non métastatique et le cancer du côlon métastatique. Donc, notre démarche thérapeutique se fera de la même manière. Donc, on va raisonner, soit le côlon, il est sans métastase, soit il est métastase. Alors, premièrement, on va parler du cancer du côlon sans métastase. Alors, devant le cancer du côlon sans métastase, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la chirurgie première, selon la localisation, est de principe. Devant tout cancer du côlon avec absence de localisation secondaire métastatique, l'objectif essentiel, c'est d'aller réséquer ce côlon tumoral en respectant des règles carcinologiques, donc, que ce soit sur le plan longitudinal ou circonférentiel, au monobloc, en faisant un bon curage ganglionnaire. Par la suite, on peut associer une thérapie adjuvante selon les résultats de l'étude anatomopathologique de notre pièce opératoire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? La résection carcinologique, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand il s'agit du côlon droit, angle colique droit, l'hémicolectomie droite de principe avec curage ganglionnaire. Quand il s'agit du côlon gauche ou angle colique, on fait la colectomie segmentaire haute plus anastomose colocolique. Parfois, on peut faire une colectomie gauche, mais elle est de moins en moins pratiquée. Pour le côlon sigmoïde, on fait essentiellement la colectomie segmentaire basse avec une anastomose colorectale. Alors, pour que le côlon transverse, j'ai dit tout à l'heure, lorsque la tumeur elle se penche vers la droite, le côlon transverse droit, on fait une hémicolectomie droite élargie à gauche. Lorsqu'il se penche vers la gauche, on fait une résection segmentaire haute qui est un peu, en l'étalant un peu vers la droite. Exceptionnellement, on peut faire ce qu'on appelle des transversectomies vraies. Mais ces transversectomies vraies nécessitent des gestes associés, notamment décrocher les deux angles coliques pour assurer une bonne anastomose. Mais ce type d'anastomose est pourvoyeuse de fistules. Alors, donc, on fait la résection carcinologique chirurgicale et ensuite, on envoie la pièce pour étude anatomopathologique. On attend les résultats et à ce moment-là, on va voir si on adjoint une thérapie. Lorsqu'on est devant un stade 1, T1, T2, N0, à ce moment-là, on fait juste une chirurgie seule. On n'a pas besoin d'associer une thérapie adjuvante. Lorsqu'on est devant un T3 ou T4 sans atteinte ganglionnaire, le même principe, on n'associe pas de chimiothérapie, sauf si on a des facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque? Pas un seul facteur, mais en général, plusieurs facteurs de risque. C'est-à-dire, lorsqu'on a une tumeur qui a été opérée dans le cadre de l'urgence, soit en péritonite ou en occlusion, lorsqu'on a un caractère indifférencié, lorsqu'on a un nombre de ganglions qui est insuffisant, lorsqu'on a un nombre de ganglions qui est infiltrant, lorsqu'on a un dépôt tumoral, il y a ces facteurs sont pourvoyeurs de récidive. Donc, à ce moment-là, on préfère associer une chimiothérapie adjuvante. Alors que lorsqu'on a une atteinte ganglionnaire, dans ce cas, il ne faut pas du tout réfléchir.
il faut adjoindre une thérapie adjuvante, notamment une chimiothérapie adjuvante, avant le 40e jour post-opératoire. Alors, on est aussi dans le cas du côlon, du cancer du côlon, sans métastase, mais opéré dans le cadre de l'urgence. Alors, opéré dans le cadre de l'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Alors, on a deux stratégies thérapeutiques lorsqu'on a des cancers du côlon en occlusion. On peut opérer avec un seul temps opératoire, et il faut être sûr du diagnostic, il faut avoir une équipe expérimentée, il faut avoir une bonne réanimation, il faut que le malade ne soit pas trop fatigué, un état général n'est pas altéré. Alors à ce moment-là, on peut se permettre de faire une résection avec rétablissement en un seul temps. Et parfois, on est obligé d'opérer le malade en deux ou plusieurs temps. Parce que parfois, le malade n'est pas bien préparé, le malade il est fatigué, on n'arrive pas à localiser, on n'arrive pas à avoir une bonne équipe de réanimation, etc. Dans ce cas, on préfère faire un geste facile, réalisable par n'importe quel chirurgien, et reprendre le malade dans 7 à 10 jours, dans de meilleures conditions. Et cela nous permettra aussi d'explorer le côlon en faisant des coloscopies par l'orifice de la stomie ou par le rectum, et aussi faire un bilan d'extension, notamment le scanner thoraco-abdominal. On peut faire plusieurs types d'interventions. On peut faire ce que je disais tout à l'heure, les colostomies de proche amont. Donc, on met une colostomie en amont du processus tumoral. Cela permettra de décharger un peu le côlon, d'éviter les conséquences de l'occlusion, et dans les jours qui suivent, assurer une exploration du cadre colique et aussi rechercher le bilan d'extension de la maladie. On peut faire aussi, on peut mettre aussi, ce que je disais tout à l'heure, une prothèse auto-expansive qui permet la sortie du bol fécal et secondairement reprendre le malade. Mais aussi, on peut faire en plusieurs temps lorsqu'on a des patients compliqués, notamment occlusion, perforation. On peut faire ce que je disais tout à l'heure, l'intervention de Hartmann ou de Bouilly-Volkmann. Donc, on résèque la tumeur de manière carcinologique et on la bouche à la peau, soit en Hartmann, le bout proximal, le bout distal, on laisse de la douleur, soit en Bouilly-Volkmann. Donc, les deux temps, on met les deux à la peau. Alors, lorsqu'on est devant le cas de cancer du côlon sans métastase, mais perforé, c'est-à-dire que c'est un malade qui revient chez vous en péritonite. La perforation, elle peut être locale, au niveau de la tumeur, in situ, c'est la tumeur elle-même qui se perfore, ou cette maladie commence à devenir générale, ou la perforation elle peut se faire à distance diastatique, c'est-à-dire que le côlon s'est tellement distendu qu'il s'est perforé. Dans tous les cas, on opère en péritonite, donc il faut éviter de rétablir dans la plupart du temps. Donc, le principe, c'est quoi? C'est d'aller nettoyer cette cavité péritoniale qui est sale, c'est l'un des principes, et enlever, si c'est possible, la tumeur en faisant sortir les bouts coliques à l'extérieur, soit en Hartmann ou Bouilly-Volkmann. Donc, il faut éviter les anastomoses en milieu infecté. Alors, on a dit qu'il y avait deux types de cancers. On a les cancers du côlon métastatiques, non métastatiques, on les a traités. Maintenant, on va parler du cancer du côlon métastatique, c'est-à-dire d'emblée, on sait qu'il y a des métastases. Alors, dans ce cas, plusieurs attitudes peuvent se voir, peuvent se faire selon les équipes et selon l'expérience. On peut d'emblée faire la résection colique en la considérant comme une tumeur primitive et ensuite faire une chirurgie secondaire des métastases après chimiothérapie en sandwich. C'est la première manière de faire. On peut soit faire de la chimiothérapie si la la tumeur n'est pas occlusive ou elle n'est pas hémorragique. Dans ce cas, on peut commencer par la chimiothérapie. Ensuite, secondairement, traiter le primitif et les métastases. Ou parfois, on fait ce qu'on appelle la technique reverse. On commence par opérer les métastases hépatiques. On fait de la chimiothérapie, ensuite on traite le segment colique malade. Toutes les méthodes peuvent se faire selon
l'expérience de l'équipe. Soit on opère le primitif et secondairement on opère le secondaire après chimiothérapie, soit on fait de la chimiothérapie et on opère secondairement les deux, soit on fait le secondaire, métastase hépatique, chimiothérapie, on opère après le primitif. Sur le plan carcinologique, les résultats sont relativement identiques. Maintenant, on peut être aussi dans le cas de cancer du côlon métastatique, mais on ne peut pas réséquer. On ne peut pas réséquer d'emblée. On a fait le bilan d'extension. On a vu ces grosses tumeurs qui ont infiltré toute la part. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'elles sont asymptomatiques? Donc, malade, il n'a pas mal, il n'est pas en occlusion, il ne saigne pas. À ce moment-là, on fait une chimiothérapie première, d'accord, et on réévalue le patient secondairement pour une éventuelle chirurgie. On va voir si la tumeur est extirpable secondairement. Lorsqu'on est dans le cas où elle est symptomatique, c'est-à-dire soit elle saigne, soit le malade il est en obstruction, en occlusion, soit il est en péritonite, dans ce cas, on est obligé d'opérer ce patient. Donc à ce moment-là, on fait des gestes palliatifs. Donc on met soit une prothèse, soit on fait une colectomie de propreté qui ne répond pas aux exigences carcinologiques, soit on fait des colostomies de décharge et on associe à cela une chimiothérapie. Donc, au total, vous avez soit un cancer, il est non métastatique, chirurgie première et chimiothérapie selon les résultats de l'étude de la pièce opératoire. Lorsqu'on est absence d'atteinte ganglionnaire, logiquement, on ne fait pas de chimiothérapie, sauf si on a des facteurs de risque. Et lorsqu'on a une atteinte ganglionnaire, on associe systématiquement une thérapie adjuvante, chimiothérapie, avant le 40e jour. Lorsqu'on est devant les cancers du côlon métastatique, lorsqu'on est devant des cancers du côlon non métastatiques en occlusion, on peut le faire soit en un seul temps, soit en plusieurs temps. Lorsqu'on est devant des cancers du côlon en péritonite sans métastase, le principe, c'est de réséquer et de faire sortir à la peau en bouillie Volkmann ou en Hartmann. Lorsqu'on est devant un cancer du côlon métastatique, asymptomatique, c'est chimiothérapie réévaluation pour une éventuelle chirurgie. Lorsqu'on est devant un cancer du côlon qui est métastatique, symptomatique, qui saigne, qui est en occlusion, etc., à ce moment-là, on fait des gestes palliatifs, soit une prothèse, soit une colectomie de propreté, soit une colostomie, on associe à cela une chimiothérapie. Alors, avant de terminer, on a dit tout à l'heure que les cancers du côlon peuvent récidiver, donc les patients qui ont fait des cancers, ils peuvent refaire des cancers. Donc la surveillance est de règle. La surveillance, elle est clinique, elle est biologique, elle est radiologique. Clinique, même principe, à la recherche de signes d'appel d'une néoplasie colique et on apprécie les aires ganglionnaires. Biologique, on a dit tout à l'heure, essentiellement les marqueurs tumoraux, les CA19 et les ACE, et radiologiquement, la première année, surtout l'échographie, à partir de la première année, on peut faire une TDM chaque année jusqu'à 5 ans. La surveillance, les premières années, les 2 premières années, c'est chaque 3 mois. À partir de la deuxième année, on peut faire chaque 6 mois jusqu'à 5 ans. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci. Docteur Layada, la parole. Merci, maître. Tu as les questions-réponses. Est-ce que tu les vois? Tu peux les défiler. Non, du tout. Je ne les vois pas, justement. Eh bien, si. Il faut, Q et R. Tu cliques dessus. C'est où? Alors, ah oui, ouais. Tu cliques dessus et tu défiles les questions. Alors, c'est le premier cancer chez l'homme ou le deuxième? C'est le deuxième. Actuellement, c'est le deuxième. On considère que c'est le deuxième cancer après le cancer du poumon. Malgré que ces dernières années, on a noté qu'il y a une progression de ce type de cancer. La coloscopie reste systématique devant une rectoragie, même chez un sujet jeune. Oui, devant tout saignement, devant tout rectoragie, vous êtes dans l'obligation de faire une coloscopie totale. Ça ne se discute pas. Vous êtes en erreur si vous ne faites pas une coloscopie. Je vais aller plus loin. Même si vous examinez et vous trouvez une maladie hémorroïdaire associée. Comment la coloscopie peut disséminer le cancer? Non, la coloscopie ne peut pas disséminer le cancer, mais parfois elle peut être responsable de perforation, surtout au niveau de la zone néoplasique. Et à ce moment-là,
cette perforation, elle est in situ, elle intéresse la tumeur, donc la tumeur, elle peut passer devant la cavité abdominale. Alors, les résultats prennent combien de temps? Ben, logiquement, moins de 7 jours. Logiquement. En Algérie, on a un problème avec les laboratoires, mais en moyenne, ils mettent moins de 7 jours pour donner une bonne réponse sur le plan anatomo-pathologique. Alors, ensuite, comment on descend? Oui. Alors, j'avance très rare. Alors, dans le cadre de la péritonite, dans le cadre de la péritonite, dans le cadre d'un cancer non métastasique, l'opération de Hartmann est réalisée et la continuité n'est pas rétablie. Peut-elle être à distance? Oui. Alors, l'intervention de Hartmann, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est de rétablir secondairement. Le rétablissement de continuité est parfois très difficile, surtout quand il s'agit de néoplasie sigmoïdienne où le bout se rétracte et l'intervention devient de plus en plus terrible. Alors, dans la littérature, on dit qu'il y a à peu près 50% des patients ne peuvent pas être rétablis. Traitement en un seul temps ou en plusieurs temps. On peut faire les deux. Selon les cancers du côlon en occlusion, on peut faire les deux. Selon les équipes, selon les moyens locaux, on peut faire en un seul temps ou plusieurs temps. Les résultats ne sont pas consensuels. Donc, ça dépend des équipes. La colonoscopie est systématique. Non, alors, j'ai un pseudo-polype inflammatoire réséqué complètement. Enfin, docteur, c'est bien, ça part de toi. Et maintenant, des hémorragies et des glaires, il faut faire une colonoscopie. Est-ce qu'il peut dégénérer? Si vous avez enlevé le polype d'une manière correcte, il ne dégénère pas. Mais la surveillance, elle est de règle. Donc, il faut aller revoir docteur Layaïda. Le traitement endoscopique est indiqué en cas d'occlusion intestinale. En cas d'occlusion intestinale, pas de traitement endoscopique. On peut, à la rigueur, chez les personnes tarées, personnes vieilles, personnes fatiguées, on peut faire ce qu'on appelle, on peut mettre les prothèses auto-expansives. Mais bon, actuellement, on les met de moins en moins. Y a-t-il un risque de nécrose à la liaison de l'artère mésentérique inférieure? Non. Toutes les études ont démontré qu'il n'y a aucun risque. Mettons, on est parti, le risque d'ischémie existe en général. Et ce n'est pas parce qu'on a lié l'artère mésentérique inférieure, c'est parce que bon, la qualité du moignon colique qu'on a laissé, elle n'est pas très bonne. C'est pour ça qu'il faut vérifier que le bout colique qu'on est en train d'analyser, il est bien vascularisé. Maintenant, il y a d'autres méthodes d'immunofluorescence qui nous permettent de voir mieux cette vascularisation et d'assurer un peu plus, d'éviter un peu plus les nécroses. Alors, je suis où? Y a-t-il un risque de nécrose? S'il vous plaît, docteur. S'il vous plaît, docteur, il y a un rapport avec les AVC et les cancers colorectaux? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. C'est vrai que les cancers colorectaux il y a un risque thromboembolique qui préexiste. Donc, on peut dire qu'il peut y avoir un embole responsable d'AVC, mais qui n'est pas démontré. Vous pouvez répéter les méthodes de ligature de l'artère mésentérique droite à gauche. D'accord. Alors, j'ai dit, à droite, on ne peut pas lier l'artère mésentérique à son origine. Pourquoi? Parce que l'artère mésentérique, à son origine, irrigue et le côlon droit et la totalité du grêle, une partie du pancréas, une partie du duodéum, etc. Donc, si on lie à l'origine, on risque d'avoir la nécrose de tous ces segments. Donc, qu'est-ce qu'on va lier? On va lier les vaisseaux coliques droits, donc la colique supérieure droite et l'iliobicéphalo-appendicular au niveau du bord droit de l'artère mésentérique, au niveau de leur insertion sur l'artère mésentérique supérieure. Tandis qu'à gauche, ça ne pose pas de problème, donc on peut lier l'artère mésentérique inférieure à son origine, au niveau de son insertion au niveau de la rampe. Alors, la seule prédisposition qu'on peut avoir, c'est qu'il faut lier à peu près 1 à 2 cm à son origine pour éviter de léser les plexus nerveux hypogastriques qui est responsable de l'innervation urinaire et génitale. Donc, si on les lie, si on les lèse, on peut être responsable de séquelles urogénitales. La colonoscopie virtuelle est-il disponible en Algérie? Je ne pense pas. J'ai un pseudoclip, ça y est. Y a-t-il un risque de nécrose? Donc, alors, dans la résection segmentaire basse, ne faut-il pas faire une colostomie? Alors, la colostomie de protection, quand on fait des résections sur le rectum haut, n'est pas nécessaire.
l'iléostomie de protection, la colostomie de protection, on l'a fait lorsqu'on est à l'étage sous-péritonéal. Donc, en général, si on fait l'anastomose au niveau du rectum moyen ou bas, il n'y a pas de risque de surinfection du rectum dans les méthodes de Hartmann. Non, pas spécialement. Le seul problème dans le Hartmann, il y a un risque où on ne peut pas rétablir secondairement. À quoi consiste la méthode de Bouilly-Volkmann? La méthode Bouilly-Volkmann, je l'ai bien expliqué, on resecte le segment colique d'une manière carcinologique, en respectant toutes les mesures carcinologiques, mais on ne rétablit pas, c'est un problème de rétablissement de continuité. Le Hartmann, on ferme le bout distal et on abouche le bout proximal. Pour le Bouilly-Volkmann, on abouche les deux à la peau. On ne laisse rien dans l'abdomen. Bonjour, merci, c'est magnifique présent. Quel est l'intérêt de l'hémoculte dans le dépistage coloration et notamment sa disponibilité en Algérie? Alors, l'hémoculte, elle a sa place surtout pour les sujets supérieurs à 50 ans et, quand c'est positif, faire une colonoscopie. Je pense que Dr Nayada va donner plus de précision. Oui, je vais te... Oui. Vas-y si tu veux donner quelque chose. Bon, d'abord, dans les pays à haut risque, en Algérie, puisque ça reste le premier cancer chez l'homme, le deuxième chez la femme après le cancer du sein, mais la prévalence n'est pas très élevée, il faut, le principe, c'est de rechercher la présence de sang dans les selles occultes, c'est-à-dire qui n'est pas visible. Alors, l'hémoculte, ça ne se fait plus. L'hémoculte, c'est complètement abandonné parce que c'est une technique qui a peu de sensibilité, peu de spécificité. On est obligé de dire aux malades de faire un régime, etc. Actuellement, on fait ce qu'on appelle le test immunologique, qui est beaucoup plus fiable, le test immunologique pour la recherche de l'hémoglobine humaine dans les selles. Et ça permet de sélectionner les malades pour la coloscopie, c'est-à-dire on recueille les selles des sujets de plus de 50 ans ou de plus de 45 ans, ça il y a une discussion là-dessus, parce qu'à partir du moment, à partir de quand le cancer augmente en termes d'incidence. Et s'il est positif, on fait une coloscopie. La deuxième stratégie, c'est de se dire, on fait systématiquement une coloscopie à l'âge de 50 ans. Si elle est de bonne qualité, si elle est normale, ça tient 10 ans. Le problème, c'est que la coloscopie étant un examen invasif avec des complications, même si elles sont très rares, sur le plan éthique, certains n'acceptent pas, mais certains pays font d'emblée la coloscopie. Voilà en ce qui concerne hémoculte. Il ne faut plus parler d'hémoculte, il faut parler de tests immunologiques. En Algérie, il y a eu une étude pilote sérieuse à Bdjaïa. C'était un sujet de thèse. D'ailleurs, c'est un travail que j'ai piloté puisque j'ai fait pas mal de malades. Je me déplaçais à Bdjaïa pour les coloscopies. Et on a vu, bon, l'adhésion de la population, bien que les gens étaient motivés, n'a pas atteint les 40%. Pour que ça soit rentable, il faut au moins 50%. Voilà pour l'hémoculte. D'accord, alors je vais continuer. Alors, pour les récidives locales, oui, elles dépendent de la technique elle-même. Mais bon, pour le côlon, ce n'est pas pour le rectum. Le côlon, en général, elle ne nécessite pas vraiment une très, très grande expérience par rapport au rectum. Alors, pour le dosage de la dihydropyridine déshydrogénase, on ne la fait pas en Algérie. C'est vrai que ça reste un examen intéressant avant la chimiothérapie. Alors, la stratégie thérapeutique est décidée avant ou après les résultats de l'examen. La stratégie thérapeutique, j'ai dit le cancer du côlon, on le scinde en deux parties, non métastatiques et métastatiques. D'emblée, on a une idée sur le choix thérapeutique. Donc, d'emblée, déjà, on a une idée. Après, on doit voir, après les résultats NAPAT, si on doit rajouter d'une thérapie adjuvante. Voilà. Mais on doit avoir une idée sur la thérapie. Alors, je vais essayer de trouver. J'ai fait le tour, non? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.